Justement, dans l'impératif afrocentrique, vous avez sur plusieurs chapitres, il y a un fil conducteur justement sur cette idéologie de la suprématie blanche, sur le fait effectivement que les blancs, en fin de compte, le système blanc, le système blanc est en train de résoudre, je dirais, sa propre problématique, ses propres peurs sur le dos du peuple noir. Tout à fait. Il y a une peur qu'ils ont en particulier, et c'est pas moi qui le dis, il y a plusieurs, mais même certains d'entre eux le disent eux-mêmes. Émotion sexuelle. Voilà. Qu'il y a à la base de leur haine pour nous, il y a cette peur non seulement sexuelle, mais même génétique. C'est-à-dire que comme ils se savent récessifs, génétiquement récessifs, il y a cette peur d'être absorbés par nous. Parce que c'est vrai, on le voit quand un noir et un blanc ont des enfants en général, l'enfant est noir et dans l'espace de quelques générations, l'enfant est complètement noir, on ne sait même pas qu'il y avait un aïeul blanc. Sur les Antilles. Voilà, par exemple. Et donc, il y a cette peur de la part du blanc, et qui est une peur bien réelle, hein, parce qu'il faut savoir, parce que c'est assez intéressant, beaucoup de gens pensent que les blancs sont en majorité dans le monde, parce que comme ils se comportent vraiment comme possédeurs du monde, on a l'impression qu'effectivement, en maître du monde, on a l'impression qu'ils sont là en masse. Mais ce n'est pas vrai, les blancs ne représentent qu'à peu près 10% de la population mondiale. Et or, ils sont en train de diminuer, en termes de pourcentage, ils diminuent. La population africaine, d'ici quelques années, représentera quelque chose comme 25% de la population mondiale. Les Africains ont un taux de natalité, les plus forts au monde en ce moment. En Asie aussi, les Asiatiques vont représenter quelque chose comme 50% de la population mondiale, et les Blancs donc sont en train de disparaître au fur et à mesure. On le voit déjà en Europe, on voit des pays comme la Russie qui a une balance négative des naissances, l'Italie aussi, la France, on sait que ça stagne, l'Angleterre, etc. Donc les Blancs et les États-Unis aussi pareil. Les Blancs ne se reproduisent plus pour des tas de raisons qui sont liées à leurs options culturelles. Et donc il y a cette peur de nous qui au contraire continuent à avoir des enfants, etc., etc. Mais c'est à nous à comprendre bien la nature du problème auquel nous sommes confrontés et à faire ce que nous avons à faire, à savoir continuer à avoir des enfants et élever nos enfants pour leur donner la conscience qu'il faut pour qu'ils changent la situation dans laquelle nous sommes. En même temps, et ça va nous permettre aussi peut-être d'aborder le chapitre, je dirais un peu plus politique. Faire des enfants, Ama, bien sûr, reconstituer le noyau familial africain, remettre les valeurs africaines, je dirais, au centre de nos vies, afrocentricité, mais dans quel contexte social et économique? Alors bien sûr, c'est consubstantiel. On ne construit pas la société sans construire l'homme, etc. Mais globalement, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas non plus continuer à asseoir cette pauvreté que d'être encore, je dirais, prolifique en termes de naissance et ne peut-être pas avoir à assurer tout le temps, parce qu'il y a beaucoup de pays où la souffrance est terrible. Effectivement, mais il faut que nous sachions que la Terre produit de quoi nourrir 12 milliards d'individus en ce moment. Et donc, s'il y a des gens effectivement qui ne mangent pas suffisamment, et c'est vrai que 34%, d'après ce que j'ai vu, 34% des Africains sont gravement sous-alimentés, donc c'est une réalité. Il y a à peu près 100 000 personnes qui meurent de faim chaque jour dans le monde, et beaucoup d'entre elles sont des Noirs, sont des Africains. Mais je ne suis pas sûre qu'avoir moins d'enfants ne changera forcément cette situation-là, puisque ce n'est pas parce qu'il n'y a pas à manger que nous mourrons de faim. C'est parce qu'il y a un groupe d'individus qui a décidé de monopoliser la nourriture. Donc ce qu'il faut changer, c'est ce rapport de force-là. Ne pas avoir d'enfants, ça ne change rien, nous continuerons à mourir. Ça veut dire donc, que l'afrocentricité est forcément un concept souverainiste, un concept, je dirais, d'autodétermination. Vous savez, c'est ce que Cheikh Anta Diop nous disait. Une des recommandations, il disait, faites des enfants. Que l'Afrique est sous-peuplée, en fait. On n'y pense pas, l'Afrique est sous-peuplée. Parce que l'Afrique a souffert d'une telle hémorragie démographique pendant la période de l'esclavage et après avec la colonisation, que l'Afrique est sous-peuplée. Donc il y a de la place pour des Africains. Notre
question, c'était quoi? L'afrocentricité, en fin de compte, comme, je dirais, idéologie, ou en tout cas mouvement de souveraineté, d'autodétermination, et pour employer un mot qui n'est plus à la mode en Guadeloupe, d'indépendance. Ouais, tout à fait, parce que l'afrocentricité s'inscrit très clairement dans l'idéologie, la philosophie du nationalisme noir. Donc effectivement, pour nous, ce qui est très important, c'est effectivement d'être souverain, de déterminer nous-mêmes les conditions de notre existence. Et ce qu'on dit très clairement, c'est qu'on n'a pas besoin de vivre comme les Blancs, on n'a pas besoin d'être, entre guillemets, développé, parce que ça encore, c'est un terme qu'ils nous ont donné. Et quand on voit leur modèle de développement, vraiment, je ne vois pas pourquoi on en voudrait. Mais c'est effectivement nous prendre nous-mêmes en charge. C'est-à-dire, ce que nous disons, c'est que les Africains, l'Afrique d'une façon générale, n'a pas vraiment encore consommé son indépendance. Et nous voulons que l'Afrique consomme son indépendance. Vous savez, le jour où l'Afrique sera vraiment indépendante, nous, dans la diaspora, nous arrêterons de parler de toutes ces bêtises de métis ou de créoles, nous dirons aux Africains. Mais comme il n'y a pas de modèle africain auquel nous avons envie de nous rattacher, parce que nous ne nous sentons pas, comment dire, fortifiés ou agrandis par ce modèle-là, parce que nous voyons des images de l'Afrique affamée, l'Afrique ci, l'Afrique ça, tout le temps ils nous bombardent de cela, alors que quand on va en Afrique, on voit autre chose, bien sûr. Bien sûr qu'ils font de l'argent, il y a beaucoup d'argent en Afrique. Il y a beaucoup d'argent qui quitte l'Afrique pour aller en Europe. Avec ces histoires de dette, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc il y a beaucoup d'argent en Afrique. Les gens, bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes alimentaires, mais je n'ai pas vu de gens affamés ou mourir de faim en Afrique, etc. Donc c'est pas du tout ce que les gens imaginent. Mais c'est vrai, au cœur de l'afrocentricité, du projet afrocentrique, c'est nous remettre debout pour que nous puissions décider nous-mêmes de la façon dont nous voulons vivre. Parce que je vous posais la question, Ama, parce qu'on s'aperçoit bien aussi qu'aujourd'hui, alors on peut pas, on est obligé d'être optimiste sur tout ce qui semble être un début d'éveil de conscience. Mais il y a quand même un problème aujourd'hui entre tout ce mouvement, je dirais, négriste ou voire noiriste, mais qui n'est pas forcément dans l'afrocentricité. C'est-à-dire que on est sur le pigmentaire, on est sur, je dirais, l'épiderme. On est sur l'épiderme, mais pas forcément dans l'approche intellectuelle, l'approche conceptuelle de l'afrocentricité. Est-ce que c'est pas un danger aussi, aujourd'hui, qu'on puisse lever, je dirais, le pont un peu comme Angela Davis, comme un certain nombre de noms de personnes, I'm black and proud, mais en même temps, trouver tout à fait normal d'être français, trouver tout à fait normal qu'on serve les intérêts d'un pays. Non, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre l'afrocentricité. L'afrocentricité n'est pas du tout intégrationniste. On ne peut pas être africain et français en même temps. On ne peut même pas être noir et français. J'entends des gens dire ça. Moi, je suis français, noir, français, je ne sais pas quoi. Je ne comprends pas cela. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Dans Afro-européen, afro-européen, afro-machin. Non, on est simplement africain, c'est tout. Même le terme afro, même j'aime pas. On n'a qu'à le dire. Voilà. On est africain. Bon, c'est tout. On est africain. Il n'y a pas et on ne peut pas, parce qu'on ne partage pas leur culture, on ne partage pas leur histoire. On ne peut pas tout amalgamer. Donc l'afrocentricité, c'est pas simplement une question d'être fier racialement. En fait, c'est même pas ça du tout. Nous, on n'est pas là pour que les gens se sentent mieux, qu'ils se disent ah ouais, il y a des inventeurs noirs, ah ouais, il y a ci, ah ouais, mais finalement on n'est pas si bête que ça. Parce qu'encore une fois, même ces inventeurs noirs là, si vous voyez qu'est-ce qu'ils font. Je voyais par exemple, il y avait un poster sur Nicolo et que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, mais Nicolo était appréhendé dans le cadre du génie nucléaire français. Vous voyez? Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est même pas le nucléaire, parce que ça, évidemment, c'est quelque chose de très problématique. Mais ce que, par exemple, Nicolo aurait fait pour les Africains, dans le cadre de l'Afrique. C'est ça qui est important. Ce que nous voulons, c'est nous mettre debout pour nous-mêmes, pour l'Afrique, pas pour que ça profite à d'autres. Pas que nous ayons une meilleure estime de nous-mêmes et que nous nous mettions à créer pour la France ou pour l'Angleterre. Non, pour nous-mêmes. C'est ça qu'on veut. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame entre cette pensée intégrationniste avec cette fierté superficielle dernièrement recouvrée d'être noir tout d'un coup et puis l'afrocentricité qui est un mouvement tout à fait différent et qui dit que notre priorité c'est l'Afrique et notre priorité c'est en tant qu'Africains nous remettre debout pour le
bénéfice de notre peuple et de notre race. Ça, c'est très clair. C'était le message de Marcus Garvey, dont je veux saluer la mémoire aujourd'hui, d'ailleurs, parce que c'est son anniversaire. Et ça, c'était très clair. Ce que Marcus Garvey disait, rentrons en Afrique et construisons l'Afrique forte pour les Africains. Alors, ces deux étapes, ce retour, il y a d'abord un retour à l'Afrique et ensuite un retour peut-être en Afrique où vous pensez qu'on en est aujourd'hui qu'à un retour à l'Afrique, c'est-à-dire à cette Afrique idéale, cette Afrique voire idéale, où il y a véritablement un projet un peu comme Marcus Garvey avait fait avec le Black Star Line et puis tout le mouvement de rapatriement. Y a-t-il vraiment un projet de retour en Afrique ? Il y a des projets, mais ce sont des projets qui sont encore au niveau individuel. Bon, moi, je sais que j'ai ce projet-là. Je sais que j'ai acheté un morceau de terre en Afrique. Je sais que j'ai l'intention d'y construire une maison dans les 5 prochaines années. Et je connais plein de gens qui ont cette démarche, qui vont aussi rentrer à un moment ou à un autre. Je connais des gens qui se sont impliqués dans des projets, des micro-projets en Afrique. Mais le plus important, ce n'est pas forcément, comme vous disiez, le retour physique à l'Afrique maintenant, mais le retour plus spirituel et intellectuel et culturel à l'Afrique. Déjà, faire cette démarche, ils nous ont attirés vers eux, ils nous ont fait croire qu'on était eux, en nous bien précisant toujours qu'on ne pourrait jamais être eux parce qu'on est inférieur, on n'est pas vraiment humain. Donc laissons ça de côté et construisons-nous, définissons-nous de façon positive nous-mêmes avec nos propres référents, sans chercher à ce qu'ils nous valent. Et l'Afrique, notre africanité, c'est la seule force, à mon avis, qui puisse vraiment nous fortifier et nous permettre de nous remettre debout. Alors, autant dire que les débats actuels qui ont cours en France sur les minorités visibles, sur le fait qu'un noir présente un journal de Bouygues en l'occurrence, la place des noirs en France, c'est un débat qui vous semble un peu désuet ? Ça me semble désuet. Je pense que c'est un débat qui est mal placé et qui est mal posé. Parce qu'encore une fois, on peut faire de la représentation, on peut faire de la figuration dans l'espace, un espace défini par des blancs, parce que c'est tout ce qu'on fait. Quand ils vont balancer une Condoleezza Rice, par exemple, Colin Powell, ou bien une présentatrice à la télé, c'est de la pure figuration. Ces gens-là n'ont absolument aucun pouvoir, aucune autorité. Et quand ils ont fini avec eux, bon, ils les balancent, on le sait bien. Le problème de fond, c'est vraiment la présence, une présence africaine authentique. En France, par exemple, si les Africains décident de rester en France, si je comprends qu'il y a certains qui grandissent là, etc., comment être dans une société qui serait véritablement multiculturelle au lieu d'une société uniculturelle et qui intègre des éléments de minorité? J'ai horreur de ce mot-là, parce que c'est un concept politique. Le concept de minorité, c'est justement pour vous faire vous sentir petit. Donc quand vous appelez déjà une minorité, déjà on va vous assigner une place bien particulière, bien spécifique dans cette société-là. Vous êtes une minorité, vous êtes en position minoritaire, donc en fait on vous donnera quelques miettes, on se souviendra que vous êtes là, comme on se souvient qu'il y a un chien à la porte, on lui balance des os après le repas, c'est tout. Mais pour moi, encore une fois, ce débat-là est mal posé. Pourtant, certains vous diront, mais c'est déjà mieux que rien d'avoir une place à la télé, de représenter la France sportivement. Ça prouve qu'on a de la valeur, ça prouve qu'on est là, ça prouve que la réussite peut payer quand on travaille. Non. Là, je pense que c'est un grave danger, justement, parce que les gens vont peut-être commencer à s'endormir, à penser que voilà, ils ont fait des progrès et en fait, ils n'en auront fait aucun. Donc, le véritable problème, encore une fois, c'est qu'il y ait un partage équitable de cet espace collectif. Évidemment, les Français n'ont absolument aucune intention de partager quoi que ce soit avec les Africains. La France, pour eux, est à eux, elle est blanche. Et c'est vrai, c'est leur terre. Donc, c'est aux Africains à tirer les conclusions qui s'imposent de cet état de fait. Il faudra qu'ils se battent, mais qu'ils ne se battent pas pour des illusions, et qu'ils se battent pour vraiment un espace concret, un espace véritable. Et ça peut-être qu'en fait, ça peut amener à une scission, à une ségrégation, si vous voulez, ou un partage, en fait, je ne sais pas. Mais faire de la
configuration dans l'espace de l'autre, je vois pas l'intérêt. Vous êtes en Guadeloupe, vous le disiez en avant-propos depuis le mois de juillet. Vous y venez chaque année, hein, peut-être voir une, deux fois, voire trois fois. Comment vous le sentez, ce pays, votre pays? Comment vous sentez les gens? Comment vous sentez, je dirais, le mouvement dans ce pays? Y a-t-il un mouvement? Est-ce que vous sentez une prise de conscience? Est-ce que vous sentez c'est un pays qui sombre? C'est un pays qui se réveille? Comment percevez-vous la jeunesse guadeloupéenne? Quel est tout simplement votre regard sur votre pays, sur la Guadeloupe? Je dis toujours mon pays avec des guillemets parce que mon pays n'est pas mon pays, n'est-ce pas? C'est mon pays sans lettres. On est chez eux même en étant chez nous, n'est-ce pas? Donc c'est déjà là mon premier constat qu'il y a vraiment une présence française prononcée ici. Et je vois comment les Blancs infiltrent vraiment l'espace, cet espace géographique, on les voit partout. Et je dois vous dire très sincèrement que je trouve ça assez pénible. Mais ça, on les voit en train de vendre au marché, on les voit caissières au supermarché, on les voit, bientôt on va les voir pêcheurs. Hein, on va vous dire c'est la mondialisation, les frontières sont ouvertes, on peut pas s'enfermer, Ama, quand même. On peut pas s'enfermer. Voilà, la Guadeloupe est un pays ouvert, c'est ça le problème. Et on est ouvert. Voilà. D'un des livres d'un de nos écrivains, pas de nom, où je crois que c'est toute terre est terre des hommes, quoi. Non, mais ça c'est de l'ineptie. C'est pour ça que les Blancs ne laissent pas les autres venir. Il vous faut des visas pour rentrer chez eux. Il faut que vous leur disiez bien quand est-ce que vous allez repartir chez vous, etc. Il n'y a que nous qui soyons ouverts comme ça, n'est-ce pas? Terre des hommes, n'importe quoi. Ça, c'est un premier constat que je fais au niveau de cela. Mais vous savez, ce qui me fait plaisir, vraiment je ne désespère pas. En fait, cette année, ça a été c'était une prise de conscience pour moi. C'est qu'après mon passage sur Be World Connection avec Brother Jimmy au mois de janvier, les réactions des gens. Et ça me fait énormément plaisir et ça me rassure de savoir que nous, en Guadeloupe, nous ne sommes pas dupes. Nous sommes complices souvent, comme certains d'entre nous le disent très clairement. Voilà, nous sommes complices. On n'est pas forcément assimilés. Non. On s'accommode. On s'accommode et on est complices parce que finalement, on est dans le système et on ne fait rien pour le changer. Mais on n'est pas dupes. On voit les choses. Et j'ai rencontré déjà tellement de gens qui sont venus à moi me parler de ce que j'avais dans cette émission. Pour moi, je n'ai fait que dire ce que je vois, hein, vraiment. Et qui me disent qu'ils voient la même chose. Et ça m'encourage parce que je sais qu'en fait le regard est toujours là, nous ne sommes pas endormis, nous n'avons pas les yeux fermés, mais je pense que nous sommes probablement anesthésiés pour le moment. Il n'y a pas de traduction quand même, vous conviendrez, Ama, qu'il n'y a pas de traduction politique. Il n'y a pas de traduction politique, mais je pense que la réponse politique n'est pas forcément la meilleure réponse. Si vous pensez au mouvement nationaliste en Guadeloupe dans les années 80, 90, on peut dire que c'est un mouvement qui a échoué dans une large mesure. D'abord, vous voyez, on ne parle même plus d'indépendance en 2006, donc il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et je pense que pourquoi... Vous avez analysé ça? Je pense très sincèrement que la raison pour laquelle ce mouvement nationaliste n'a pas su mieux faire, c'est parce qu'il manquait vraiment une dimension culturelle véritablement africaine. Vous voyez, on voulait être guadeloupéen, et alors la Guadeloupe, telle qu'elle est définie par le mouvement nationaliste, ça commence en 1635. Et c'est très gênant. Le gros cas, le créole, bon d'accord, mais d'où ça vient ça? Il faut rattacher la Guadeloupe à une matrice africaine. Sinon, l'histoire de la Guadeloupe ne peut pas se comprendre en dehors de l'histoire de l'Afrique, de toute façon. La culture de la Guadeloupe ne peut pas se comprendre en dehors d'une référence à la culture africaine. Et c'est ce lien qui n'a pas été fait. Et comme nous ne sommes pas un déréférencement. Voilà. Et comme nous ne sommes pas remontés à la source, la sève même qui nous alimentait a séché rapidement. Vous voyez? Mais s'il y avait eu ce courant-là qui nous avait rattachés à l'Afrique, au lieu de poser la question purement en termes purement guadeloupéens, etc., ça veut dire guadeloupéen, c'est une question vraiment... Moi, je pose toujours
la question, c'est quoi être guadeloupéen? Quand je vois le béquet qui se dit guadeloupéen, celui-là même qui exploitait et harcelait mes ancêtres, je ne peux pas me dire guadeloupéenne au même titre que cet individu-là. Ce n'est pas possible, il y a un problème. Or justement, donc cette identité guadeloupéenne ou cette nationalité guadeloupéenne nébuleuse, ça permet encore des amalgames culturels et historiques qui sont dangereux parce que ça nous fait perdre de vue vraiment qui nous sommes en tant qu'Africains. Et donc, je pense que c'est ça le travail. C'est ce que l'afrocentricité fait maintenant. L'afrocentricité nous rattache à l'Afrique en espérant que ça nous donnera vraiment la force qu'il nous faut. Que votre histoire commence en 1635 ou bien qu'elle commence il y a presque 4 millions d'années, c'est autre chose. On est dans une autre dimension. On passe en fin de compte d'une parenthèse à véritablement un mouvement historique profond, historiographique. Exactement, historiographique, et puis il y a une culture aussi millénaire. C'est une culture millénaire. Tandis que là, 1635, je suis désolée, mais ce n'est rien. C'est une virgule dans l'histoire, c'est tout. Or, moi, je refuse de me penser comme virgule, je refuse de penser que mon histoire a commencé avec l'arrivée des Blancs. Je refuse de penser cela. Ça encore, c'est le regard eurocentrique. Vous voyez, donc, le mouvement nationaliste qui est prisonnier de ce regard eurocentrique, qui fait en fait de l'éruption des Blancs le moment déterminant. Ce n'est pas vrai du tout. La colonisation de l'Afrique a duré 80 ans. Bon, c'est vrai, on ne s'en est pas encore remis, mais 80 ans, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Et donc la colonisation en Guadeloupe, etc., 1635-2006, ce n'est rien non plus. On doit continuer fort de savoir d'où l'on vient et depuis quand nous sommes là.